Alors derrière les loges, il faudra en rabattre. Merci monsieur le directeur et d'avoir fait ma présentation et de m'avoir accueilli hier dans votre établissement. Et je me réjouis de voir que d'un établissement catholique à l'autre, il y a des passerelles et des passages, ce qui me réjouit plutôt que des concurrences. Même si je sais que Jean-Michel, que je remercie et qui m'a invité ici au CERA, valorise davantage la concurrence parce qu'elle crée une émulation et de la richesse. Alors, bon, sur mon portrait, je ne reviendrai pas beaucoup, mais j'ai d'abord commencé à être enseignant avant d'être diplomate. J'ai interrompu un peu ma carrière parce qu'il y a la possibilité offerte à tout fonctionnaire pour aller dans un autre ministère. Donc moi j'ai choisi les tropiques et l'exotisme. Et puis je suis revenu dans l'enseignement avec l'idée d'écrire et le produit est là sur la table parce que j'ai vu qu'il y avait un libraire aux Herbiers qui prenait en charge cette carrière-là. Je voudrais aussi féliciter le jeune Fabien qui révèle que les entrepreneurs sont aussi des bons orateurs. Et vous dire que c'est bien de cumuler ces deux capacités à l'ère de la communication et pas se fier seulement à l'image. Le discours a son importance dans l'économie. Et vous dire que moi, je ne suis pas simplement consomme-acteur, mais comme j'écris des livres, consomme-auteur, et que par tous les cookies des sites sur lesquels je vais me connecter, je retrouve ensuite tous les livres que je devrais acheter, parce qu'il y a des petits malins comme vous qui me disent quel est maintenant mon diktat de consommateur. Alors je reviens à la question qui m'a été posée par Jean-Michel. Autrement dit, c'est un exercice de style que je fais aujourd'hui. Mais Jean-Michel, ayant quasi lu mon œuvre intégrale, qui heureusement pour l'instant est encore émergente, parce que j'en suis à 5 livres, j'ai remarqué qu'il avait tiré un fil d'Ariane entre tous les livres, puisque La gentillesse, j'ai commis 3 livres sur le sujet. Le premier, qui est un peu touffu et qui heureusement n'est pas disponible aujourd'hui, pas parce que j'ai voulu vous en priver, mais parce que mon éditeur a fait faillite. Donc du coup, j'ai récupéré les livres et qui passeront en poche, et j'ai laissé au repreneur, puisqu'on parle de l'entreprise, le petit éloge de la gentillesse qui marchait mieux pour l'aider aussi à franchir le cap de cette reprise. J'ai écrit donc le petit éloge qui est la version pop, ou vulgarisée mais pas vulgaire, en tout cas je l'espère. Et puis un 3e livre dont l'éditeur n'a pas voulu que figure encore le thème de gentillesse sur le titre et qui s'appelle Petite philosophie de l'entreprise, mais qui n'est ni plus ni moins que le rôle que la gentillesse peut jouer dans les RH, donc dans les ressources humaines au sein de l'entreprise. Donc voilà, la gentillesse passablement livresque et livrée à travers trois ouvrages. Le 4e donc a été écrit sur la foi. J'étais pas parti sur ça, j'étais ce qu'on appelle un... Tant pis pour les athées qui m'écoutent, mais il y en a un qui tout à l'heure au déjeuner m'a demandé si je pouvais apporter aujourd'hui des preuves de l'existence de Dieu. Alors si c'était le cas, j'aurais fait venir tous les journalistes du monde entier, mais je donnerais quand même quelques éléments pour montrer que quand on est dans la foi, on n'est pas totalement dans le ravin, et on peut être aussi dans le ravissement, et que c'est une certaine forme d'intelligence qu'on ne présente plus comme telle aujourd'hui. Donc j'ai écrit un petit livre sur la foi parce qu'à l'issue du petit éloge de la gentillesse, une éditrice qui cherchait un auteur et qui m'avait lu, m'a dit « Est-ce que vous pourriez m'écrire un livre sur la foi ?» Et je lui dis « Comment vous avez deviné ?» Et elle me dit « Parce que dans votre livre, à un moment donné, vous dites que la gentillesse, c'est une introduction à la sainteté. Donc quelque part, il y a un passage que vous pouvez poursuivre. Et donc c'est la naissance de ce petit livre. » Et puis, le mois dernier, est paru chez un autre éditeur, parce que de faillite en demande, finalement je suis un nomade et un auteur qui bouge, plus qu'un consomme-auteur. Et j'ai écrit un livre sur la punition. Et donc Jean-Michel, en me fixant comme sujet la gentillesse, la foi, la morale fabrique-t-elle des crétins, a bien trouvé le fil d'Ariane qui relie ma pensée. Certains journalistes m'ont dit « Comment est-ce que vous avez pu passer de la gentillesse à la punition ? C'est un peu comme de passer de l'eau froide à l'eau chaude, c'est un truc et son contraire. » Je réponds en général que, a priori, même si le schizophrène s'en rend pas compte, j'ai pas été frappé de schizophrénie, encore moins de perspective marketing. C'est un livre qui m'habitait depuis plus longtemps, la punition que la gentillesse, pour des raisons que je développe abondamment dans la préface du livre, et qui fait qu'en tant qu'enseignant, très jeune enseignant, un de mes élèves, un jour où je faisais l'appel, était absent parce qu'il était en prison, suite à un casse qu'il avait fait dans un supermarché, et que je suis allé le voir en prison, et que j'ai découvert le monde carcéral par ce biais, que j'ai laissé tomber par la suite, une fois que j'ai obtenu qu'il puisse passer son bac. Et de mon retour de l'étranger, on a eu une ministre qui s'appelle encore comme ça, mais qui n'est plus ministre, Michèle Alliot-Marie, qui, au 100e suicide de détenu,
s'est vu souffler par son directeur de cabinet une solution miracle, c'est de donner des pyjamas en papier aux détenus pour qu'ils arrêtent de se pendre avec leur slip ou leur chemise. Et j'ai trouvé ça tellement faible comme réponse que j'ai commis un article dans Le Monde, une tribune, dont le titre n'est pas de moi d'ailleurs, mais du journaliste qui l'a pris, et qui montrait que la prison ne punissait pas. Alors c'était le début de quelque chose qui mûrissait en moi et qui devait m'amener à réfléchir à ce qu'était la punition. Donc en fait, pour faire court et vous montrer le lien entre la gentillesse et la punition, je dis que la gentillesse, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande, et que punir, c'est rendre service à quelqu'un qui ne vous le demande pas. Donc il n'y a pas de discontinuité dans mes propos, et d'un livre à l'autre, je creuse toujours le même sillon. Quant à la foi, Aragon disait que l'homme est cet être qui creuse des galeries vers le ciel, et j'essaierai de défendre un peu ce point de vue, qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde réductionniste, qui est le propre de la démarche scientifique, c'est-à-dire que pour expliquer un objet, il faut le démanteler, le démonter, pour obtenir ses composants, et ensuite le remonter au laboratoire pour comprendre comment il fonctionne. Et la foi, c'est une autre forme d'intelligence qui, au lieu d'expliquer le haut par le bas, essaie d'expliquer le bas par le haut. Et donc c'est une autre démarche que les animaux n'ont pas, que seul l'homme a, et congédier la foi, c'est, à mon avis, congédier l'humanité. En tout cas l'humanisme et un certain humanisme. Donc voilà ce qui relie, a priori, les trois notions, la gentillesse, la foi, la morale, ces trois formes d'intelligence. Alors le titre, insufflé par Jean-Michel, il est déjà présent dans un autre livre d'un de mes collègues, qui s'appelle Brigelli, et qui avait écrit autrefois un livre qui s'appelait La fabrique des crétins, et qui dénonçait dans l'école son impuissance désormais à apprendre aux enfants à lire, à écrire, à compter. Donc vous avez bien compris que tel n'est pas du tout mon propos, et que la question est ironique, puisqu'on se doute bien que la réponse que je vais y apporter est négative. La gentillesse fabrique autre chose que de la crétinerie, tout comme la foi et la morale. Alors, si un livre a suggéré ce titre, puisque c'était le sous-titre de mon éditeur, on ira tous au paradis, ça j'en suis convaincu, on ira tous au paradis, quoi qu'on ait fait. Et d'ailleurs, un cinéaste m'a contacté il y a un mois, et on va tourner ça mardi. Il m'a dit, Emmanuel, j'aimerais bien que vous décriviez le premier jour de votre mort. Alors je ne sais pas s'il a des infos sur ma mort prochaine, mais du coup... non, parce que bientôt, on saura tous quand on va mourir exactement. C'est le mérite de la science, c'est de laisser plus aucun suspense. Avec tous les gènes qu'on trimballe, on arrivera bien à faire un pronostic et une prospective qui nous dit ce qu'on peut faire et comment on doit le faire et jusqu'à quand on peut le faire. Et donc, le scénario et le récit que je vais faire est le suivant. Moi, j'imagine que le premier jour de ma mort, au paradis, à Saint-Pierre, m'accompagne jusqu'à une salle de cinéma où il y a plein de femmes et d'hommes comme moi et d'enfants qui ont passé l'arme à gauche. Et on est dans la salle où je vais assez souvent à Paris, sur les grands boulevards, qui s'appelle le cinéma Max Linder. Et en fait, on voit tous un film, et on voit tous un film différent. Et on voit tous le film des gestes positifs qu'on a fait dans la vie, des situations positives où on est venu avec notre bonne humeur, avec notre humanisme, et donc avec notre gentillesse. Et alors je m'aperçois qu'il y a des gens qui sortent très vite, c'est-à-dire que le film est court. Il y a des gens qui ont été très peu gentils au cours de leur vie. Et moi-même, je m'aperçois que je sors finalement pas assez vite, enfin qu'il reste plein de gens dans la salle au moment où je sors. Et je pressens que certaines personnes vont rester là de nombreux jours, puisqu'ils ont l'éternité devant eux. Et qu'en sortant, Saint-Pierre nous accueille avec le sourire et nous explique quel va être notre rôle. C'est de tendre des pièges aux humains sur Terre pour favoriser des situations dans lesquelles ils vont pouvoir exercer leur gentillesse. Et donc voilà le job des gens au paradis. Plus vous avez été gentil sur Terre, plus vous serez au cinéma, et moins vous aurez été gentil, et plus vous serez amené à créer des situations de gentillesse pour renvoyer la monnaie de la pièce que vous avez piquée quand vous étiez vivant. Donc voilà, c'est juste un petit scénario, mais alors vous pourrez le retrouver, puisque ça va être exposé au musée de Tokyo dans ce que désormais on appelle des œuvres d'art, mais qui sont des installations faites par des vidéastes, des choses qui ne ressemblent plus du tout à une toile ou une sculpture, mais que les gens continuent d'aller voir et apprécient d'une manière peut-être plus ludique que extatique. Alors, pour traiter cette question, qui est quand même une vraie question de bac, je vais utiliser trois voies. Je vais d'abord vous faire
puisque j'ai 1h30, donc je vais diviser ça en 3 fois 30 minutes, alors un peu moins parce que là j'ai mordu sur le début, mais une première partie sur la gentillesse, une deuxième partie sur la foi, et en guise de morale, une partie sur la punition, puisqu'à la différence du monde dans lequel on vit, qui est un monde qui pense et pratique la punition sur le mode du droit, moi je soutiens l'idée dans un gros livre que la punition a une essence morale, et que cette essence morale, on l'ignore, et c'est parce qu'on l'ignore qu'on confie à l'État le soin de gérer toutes nos punitions, et que du coup, on a peur de notre ombre, et qu'on n'ose plus punir ni dans la famille, ni à l'école, sauf dans ton établissement, visiblement, parce que j'apprends à Saint-Gabriel qui a au moins 10 conseils de discipline par an, alors que dans le mien, quand il y en a un, c'est vraiment caché, planqué, on essaye de le faire savoir le moins possible. Et donc, j'essaierai d'aborder la morale par ce biais, par la punition, par quelque chose d'apparemment très négatif, mais que je crois, moi, une leçon d'amour. Alors, je commence par la gentillesse, et je vais faire une présentation de la gentillesse en 3 parties. Alors, la première partie, c'est l'histoire de la notion, puisque vous m'avez posé la question comment j'en suis venu à la gentillesse. J'y suis venu à contrario, à contre-cœur, à contre-pied, enfin à contre-courant. Je venais de la diplomatie. La diplomatie, c'est tout sauf gentil. Hein. Vous savez, la poursuite de la guerre, ce que dit Clausewitz, hein, la diplomatie, c'est la poursuite de la guerre par d'autres moyens. Donc on est au mieux dans le cynisme, mais certainement pas dans la gentillesse quand on est diplomate. Donc je revenais de là, et j'avais passé 4 ans au Brésil, pays chaleureux. Vous avez évoqué la cordialité. Et un anthropologue brésilien mort depuis des lustres, Gilberto Freire, dit « Le Brésilien, c'est l'homme cordial », ou « homem cordial » en portugais. Et cet homme cordial, il est chaleureux en apparence, mais dans le fond, sa chaleur masque ce qui caractérise encore aujourd'hui le Brésil, malgré le règne de Lula et de ses successeurs, la gauche au pouvoir en quelque sorte, qui a démocratisé un peu plus, qui a essayé de raboter un peu les inégalités, mais ça reste un des pays les plus inégalitaires au monde. Et donc la chaleur humaine compense cette inégalité. À défaut de faire la Révolution française, les Brésiliens ont fait la Révolution brésilienne, c'est-à-dire être cordial dans toutes les relations humaines, ce qui n'empêche ni la malveillance, ni l'hypocrisie, ni le mensonge, et donc ce qui maintient cette société dans cette situation-là. Donc je revenais du Brésil et je voulais finir ma thèse sur la cordialité, et Psychologie Magazine et non Philosophie Magazine a lancé cette journée de la gentillesse qui avait été inventée par les Japonais depuis 1963, s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'il a traduit de l'anglais en français kindness par gentillesse, qui ne va pas de soi, et un ami éditeur m'a dit, plutôt que d'écrire sur la cordialité, de faire une thèse dont tout le monde se fout et que personne ne lira, ce qui est à peu près le but des thèses, hein, ce qu'un écrivain allemand, Peter Sloterdijk, qui est philosophe, dit, c'est le contrat de non-lecture. On écrit une thèse pour que personne ne la lise. C'est sa condition d'existence. Et moi, en fait, vous l'avez compris, j'avais envie d'écrire pour être lu. Donc j'ai trouvé que c'était une mauvaise idée la gentillesse, mais c'était une bonne idée de ne pas finir la thèse. Mais comme j'étais sur ce sujet, et que j'étais à la Bibliothèque nationale, je me suis dit, au fait, qu'est-ce qu'il y a sur la gentillesse en philosophie? Donc il y a la gentillesse, bien sûr, dans les dictionnaires, mais pas dans les dictionnaires de philosophie. Elle est totalement évincée. La politesse a le droit de citer dans tous les dicos de philo, mais pas la gentillesse. Et là, quelque chose s'est ouvert dans mon esprit. Je me suis dit, tiens, pourquoi les philosophes snobent la gentillesse? Pourquoi moi-même, d'ailleurs? Je suis l'incarnation de cette mise à l'écart. Pourquoi est-ce qu'elle est restée dans un angle mort? Et donc j'ai compris pourquoi, quand, après avoir rien trouvé en philosophie, aucun philosophe n'a écrit de livre sur la gentillesse, alors que sur la politesse, il y en a des cargaisons. Et je me suis mis en quête de comprendre pourquoi, et du coup je me suis intéressé à l'histoire de la gentillesse, ce que je vais vous raconter maintenant. Et quand j'arriverai au bout de cette histoire, et que Jean-Michel n'aura pas sifflé la fin de la récréation, parce que j'ai encore 2 autres thèmes à aborder, et que sur la gentillesse, j'ai encore 2 autres choses à vous dire, je vous parlerai de la philosophie de la gentillesse que j'ai ancrée sur cette histoire, sur la fin de cette histoire en tout cas. Donc commençons par l'histoire de la gentillesse. Au commencement était Rome. La religion dit que tous les chemins mènent à Rome. Moi je dis en philosophie que la gentillesse part de là. Les Romains parlaient latin, et au 7e siècle avant Jésus-Christ, voire 8e, les Romains appelaient gentilis, le noble, celui qui était issu des 100 familles qui fondèrent Rome. Et donc être gentil,
c'est pas faire preuve de bienveillance, c'est simplement avoir dans ses veines du sang noble qui coule. Gentiles au pluriel, gentilitas, et la gens, G-E-N-S, c'est ce qui désigne l'ensemble de ces familles, les 100 familles. Gens, les gendarmes, ça vient de là, les gens de lettres auxquels j'appartiens. Ma gentillesse, elle est là. Donc c'est une catégorie de personnes qui sont nobles. Et puis le terme de gentilis va petit à petit se galvauder. Alors ça va mettre des siècles, hein, mais quand on arrive même avant l'Empire, encore dans la monarchie, le gentilis, c'est déjà l'esclave d'une famille de gentiles, de nobles. Donc vous apercevez que chez les Romains, déjà, gentilis désigne à la fois le noble et celui qui n'est pas noble, c'est-à-dire l'ignoble. Le noble et tout est son contraire. Puis petit à petit, on va étendre le terme de gentilis aux nations que l'Empire romain a conquises. Puis on va aller encore plus loin et désigner les nations qui sont extérieures à l'Empire, voire ennemies des Romains. Alors là, on s'aperçoit que le fameux noble, il en a pris un coup dans l'aile et que c'est vraiment ignoble la gentillesse. Voilà pour la racine romaine de l'histoire. Le gentil désigne le noble, aucune caractéristique morale lui est attribuée, le terme de gentillesse n'existe pas, le seul terme qui existe en latin c'est gentilitas, qui désigne le fait d'appartenir à la gens, donc au noble. Deuxième racine, la racine chrétienne. Alors avant les chrétiens, il y a une autre religion, au milieu des païens que sont les Romains, il y a une religion qui est la religion juive. Et les Juifs, qui s'appellent dans la Bible, le peuple élu, ont un terme en hébreu pour désigner celui qui n'est pas élu, à savoir le non-juif. Et c'est un terme en hébreu qui se dit goy, commence par un G aussi. Et les Juifs hellénisés, qui parlent le grec, qui est la langue savante de l'Empire romain, un peu comme nous aujourd'hui l'anglais, qui est la langue de la science, s'aperçoivent que le terme gentilis affaiblit, et ils choisissent de traduire déjà en latin goy par gentilis. Donc voilà, la première, le premier enjeu, j'ai dit que c'était romain, le deuxième enjeu est chrétien. Alors, Saint Paul, c'est l'apôtre des gentils. Qu'est-ce qu'on entend par gentil? Celui qui n'est pas chrétien, mais celui qui peut se convertir au christianisme. La grande différence entre le chrétien et le juif, c'est que plus exactement, le goy, le non-juif, il est peu conciliable, il est peu convertible. C'est comme un canapé, donc il y a des canapés qui sont convertibles, d'autres qui ne le sont pas. Le non-juif, il est un canapé inconvertible. Au contraire, le païen, donc le gentil, il est convertible. On va dire ça comme ça, à savoir que le non-chrétien est amené à être chrétien. Saint Paul, apôtre des gentils, il aura au XIIIe siècle, après Jésus-Christ, donc, un autre théologien qui s'appelle Saint Thomas, et Saint Thomas qui écrit une somme contre les gentils, qui est un vrai best-seller au Moyen-Âge. On peut dire que les livres sont fabriqués à la main par les moines copistes, et d'ailleurs le vrai titre écrit par Saint Thomas n'est pas celui-là, ce serait une erreur d'un moine, mais dans cet ouvrage-là, Saint Thomas dit que le païen, plus exactement le gentil, c'est celui qui est païen, c'est celui qui est hérétique, donc un chrétien qui s'éloigne du dogme, c'est le juif, et puis à partir du 7e siècle, c'est ce qu'on appelle les mahométans, aujourd'hui les musulmans. Donc on s'aperçoit que le gentil, c'est celui qui est étranger à la religion chrétienne, mais la grande différence avec le judaïsme, c'est qu'on peut le convertir. Il peut devenir justement un chrétien. Donc ça, c'est vraiment la grande différence entre le goy et le gentil. Et puis il n'y a pas très longtemps, donc en 2012, on a eu un pape qui ensuite a raccroché, qui a pris son écart un peu après son élection, qui est Benoît XVI, qui a créé un parvis des gentils. Et ce parvis des gentils, ça m'a beaucoup étonné, parce que mon premier ouvrage, Éloge de la gentillesse, est paru en 2010, et bon, le pape l'a pas lu, tant pis, mais j'étais un peu en colère. Benoît XVI, avec son parvis des gentils, s'inspire de Jérusalem. Vous savez, à Jérusalem, sur le parvis, au 7e avant Jésus-Christ, les Juifs accordaient la présence à tout le monde, c'est-à-dire les païens,
les commerçants, mais par contre, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple. Et c'est exactement ce que fait Benoît XVI, il dit, voilà, avec mon parvis des gentils, je veux qu'on tende la main à tout le monde, toutes les religions, les athées, les agnostiques, mais qu'on comprenne qu'en tant que gentils, ils sont convertibles au christianisme. Donc il y avait une vocation à la fois œcuménique, mais en même temps aussi très prosélytique. Donc voilà ces trois exemples. Saint Paul, qui tue Saint Étienne en le lapidant quand il est juif, puis il met le judaïsme derrière lui, il se conforme au christianisme et il part 2 fois autour du bassin méditerranéen pour transformer les gentils en croyants. Mais on voit bien que le terme de gentil n'est pas positif, il n'est pas méchant non plus. Finalement, être gentil, c'est quoi? C'est ni être bon ni être méchant, c'est être mécréant. C'est mal croire et c'est intervenir vers une belle croyance, vers une croyance juste. Vous avez probablement tous vu le film Le Père Noël est une ordure, dans lequel Thierry Lhermitte dit je ne veux pas dire, mais Thérèse, elle est bien gentille. Et en réalité, en disant ça, il utilise Thérèse au sens négatif, c'est-à-dire elle est crédule, elle croit en elle, mais elle n'a pas l'intelligence pour comprendre une situation. Eh bien, les chrétiens pensent la même chose du gentil. C'est quelqu'un qui est dans une crédulité, qui n'est pas dans la bonne croyance, qui, elle, est forme d'intelligence. Donc voilà comment le deuxième moment de la gentillesse bascule, c'est ambigu chez les Romains, mais ça veut dire noble au départ, noble ignoble. Et la deuxième opposition, c'est celle qu'on oppose entre le croyant et le mécréant, c'est-à-dire le gentil. Troisième exemple, que j'appelle la troisième phase historique de la gentillesse, ce que j'appelle le grand rôle petit c, la phase médiévale. Au Moyen-Âge, à partir du XIe siècle, on trouve ça dans beaucoup de livres qui sont écrits à plusieurs mains et qui mettent du temps à s'écrire, mais la vie de Saint-Alexis, par exemple, ou la chanson de Roland, on trouve en 2 mots, ce mot qui est écrit en vieux François, gentilhomme, G-E-N-T-I-L-Z, et plus loin H-O-E-M. Et en fait, les nobles au Xe, XIe siècle, mais surtout au XIe siècle, se tournent à nouveau vers Rome. On s'en est fini des invasions barbares, du fief enfermé dans son château, et donc le noble s'autoproclame gentilhomme. Donc vous voyez bien qu'on a gentilis chez les Romains, on a le gentil chez les chrétiens, c'est-à-dire le non-croyant ou le mauvais croyant, qui regroupe ces 4 catégories que j'ai énumérées, c'est-à-dire le païen, l'hérétique, c'est-à-dire le mauvais chrétien, le juif, et puis, à partir du 7e siècle, le musulman. Et là, on a à nouveau un sens du gentilhomme qui désigne à la fois celui qui dirige un fief, une seigneurie, un village, et en même temps, il est croyant en Dieu. Donc vous avez cette scène qui est absolument paradoxale. Vous imaginez le dimanche matin, le seigneur entre à cheval avec sa famille dans l'église ou dans la chapelle, et vous avez d'un côté le gentilhomme qui est à cheval avec sa famille, et en face le prêtre qui parle de saint Paul, l'apôtre des gentils. L'ambiguïté, elle est là. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le gentil qui se donne en bonne part, c'est le noble, et vous avez gentil qui se dit en mauvaise part, et celui-là, c'est l'athée, ou c'est l'agnostique, ou c'est la mauvaise foi, en tout cas, c'est pas le bon croyant. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que cette noblesse du gentilhomme, jusqu'à la Renaissance, c'est une noblesse qui ajoute de la morale. Pour la première fois, le gentilis romain, qui devient gentilhomme chrétien, ajoute à cette... fait de la gentillesse, en tout cas, un ensemble de valeurs morales. La charité, le sens de l'honneur, le sens chevaleresque, la galanterie, enfin tout ce qui permet au gentilhomme de se comporter moralement, ce qui n'est pas du tout le cas dans la Rome antique. Et à partir de la Renaissance, cette dimension morale va s'affaiblir. Qu'est-ce qui se passe à la Renaissance, contrairement aux fiefs médiévaux, dans lesquels on a un gentilhomme, c'est que le gentilhomme devient un homme de cour. Alors je donne une grande référence historique, qui est un historien allemand, un auteur qui s'appelle Norbert Elias, qui a écrit un livre clé qui s'appelle « La société de cour », et qui montre que la cour française est le modèle en Europe de toutes les cours en Europe. Et qu'est-ce qui caractérise la cour? C'est que le roi essaye d'organiser, de casser la féodalité pour unifier le royaume, justement en créant une vie à la cour qui est une vie artificielle, superficielle, mais une vie de séduction, avec des fêtes, avec
des partages du pouvoir, et donc les gentilshommes qui sont les seigneurs et les fiefs d'un château délaissent un peu la vie de châtelain pour occuper à la vie un rôle de courtisan. Et là, on s'aperçoit que le gentilhomme décline en courtisan. Et le courtisan, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui porte l'amour de Dieu, la charité, comme Saint Louis. C'est quelqu'un qui essentiellement va porter la compromission, l'hypocrisie, le mensonge, qui va être dans la séduction du roi pour obtenir une lettre, des titres, de l'argent, des missions, des fonctions. Et là, on s'aperçoit que c'est le cynisme qui l'emporte sur la noblesse. Et cette courtisanerie, évidemment, elle va se poursuivre jusqu'à la Révolution française, jusqu'à Louis XVI. Et si je prends l'exemple de Louis XV, sous Louis XV, une partie des nobles étaient habillés avec des hauts talons et des talons rouges. Et ces talons rouges, la couleur exprimait, c'est discutable par les historiens, mais une des interprétations, c'est que ce rouge était le sang du peuple que la noblesse piétinait. Et donc on voit bien que le gentilhomme est tout sauf moral. Il est totalement cynique, il est violent, et ça finit par quoi? Par la Révolution française. Jusqu'au XVIIIe siècle, par exemple, il y a un grand compositeur français, pas très talentueux, mais très prolixe, qui s'appelle Joseph de Boismortier, et qui fait de la gentillesse un genre musical. Je trouve ça formidable. Il y a un genre, des sons très faciles, harmonieux, qui peuvent être comparés au ballet, à la sérénade, à plein d'autres genres, mais on voit bien que la gentillesse dans le monde aristocratique, c'est essentiellement une manière de vivre socialement. Il n'y a aucune dimension morale dans la gentillesse. Et à la Révolution française, on pend le gentilhomme à la lanterne. Alors je ne sais pas si c'est la lanterne qui éclaire ou si c'est le pavillon de la lanterne où vont désormais le président de la République passer le week-end à Versailles, mais toujours est-il qu'on le pend, qu'arrive la nuit du 4 août et qu'on abolit les privilèges, et que du coup on devient tous égaux. Et donc moi je découvre ça à la BNF, la bibliothèque François Mitterrand, et je me dis voilà, j'ai compris pourquoi la notion de gentillesse elle est ambiguë. Aujourd'hui, vous savez très bien les uns les autres que des fois on vous dit que vous êtes gentil ou gentille, et on vous le dit au sens noble du terme. C'est que vous avez fait quelque chose de vertueux, de positif, et on vous remercie, que ce soit en tenant la porte de quelqu'un dans le métro, ou en aidant une vieille dame à porter son cabas, ou à guider un aveugle alors qu'il est dans la rue et qu'il essaye de traverser au passage clouté pendant le feu. On sent que c'est positif, ce sens-là de gentil. Et puis en même temps, quand on voit que quelqu'un ne comprend pas la situation et se fait manipuler par quelqu'un d'autre, on dit, comme dit Thierry Lhermitte, il est bien gentil, sous-entendu, il est faible intellectuellement, il est crédule, il est naïf, il est mièvre, et du coup, il lui manque une part d'intelligence. Ma grand-mère elle-même disait « gentil n'a qu'un œil ». Gentil n'a qu'un œil, ça veut dire qu'il est borgne. Il est borgne pourquoi, le gentil? Parce qu'il ne voit pas la réalité. Il lui manque la vision binoculaire. Et donc il faut lui ouvrir le deuxième œil pour le rendre intelligent. Donc ces deux mots existent. Gentil se dit en bonne part et en mauvaise part. Et j'en étais là, avec mon histoire de la gentillesse. Et je me disais, voilà, maintenant, si je veux faire une morale fondée sur la gentillesse, il faut que je sorte le terme de son ambiguïté. Beaucoup de mots sont ambigus dans la langue française. Et il faut lui donner un sens univoque. Et donc, c'est la deuxième partie que je vais aborder sur la gentillesse, c'est que ce deuxième mot univoque, ça va être un concept. En philosophie, un mot a un sens quand il a un sens. Sinon, s'il est ambigu, ça part dans tous les sens, et du coup, on délaisse ce mot, il devient plus très central. Donc j'ai forgé un sens univoque de la gentillesse. Je me suis dit d'abord, qu'est-ce qui me permet de dire qu'être gentil, c'est positif? Dans quel cas on reconnaît à quelqu'un que ce qu'il a fait, c'est gentil au sens noble? Eh bien, dans un cas, c'est quand on rend service à quelqu'un. Donc du coup, j'ai forgé une définition, et je me suis dit, être gentil, c'est rendre service à quelqu'un, mais pas n'importe quel service. C'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Si vous ne le demandez pas, vous n'êtes pas dans la gentillesse, vous êtes ailleurs. Donc j'ai défini la gentillesse par rapport à l'empathie, la capacité que vous avez à souffrir avec quelqu'un ou à partager sa difficulté. Et j'ai distingué sur le spectre de l'empathie 3 formes d'empathie. Alors à l'extrême droite, j'ai mis le respect, à l'extrême gauche, j'ai mis la sollicitude, et au milieu, j'ai mis la gentillesse. Le respect, c'est très simple. On respecte quelqu'un à partir d'une règle
qui est partagée, formulée, écrite ou orale. Ça peut être le règlement intérieur d'un lycée, ça peut être une charte, ça peut être tout simplement les lois, mais le respect, c'est s'en tenir à des règles. Alors un exemple que j'ai pris alors que je commençais à faire des conférences sur la gentillesse, qui m'étonnait que les entrepreneurs m'appellent, je vais un jour dans une entreprise, au dernier étage, parce que les patrons sont en général en l'air et puis les autres en bas, et à travers la vitre, je vois à côté de l'entrée une place de parking pour handicapés. Et moi-même, qui suis assez pragmatique, quand je vais faire mes courses au supermarché, quand il pleut, qu'il y a beaucoup de monde, je piquerais bien la place de l'handicapé. En même temps, je ne le fais pas, moralement, et puis légalement, parce qu'il faut la laisser à ceux qui ont des difficultés à marcher pour être près du lieu de consommation. Donc je regarde la place, je vois des gens qui arrivent, des petites voitures dessus. Tiens, je me dis, il y en a un qui a piqué la place. Et en fait, non, je vois la porte arrière s'ouvrir, un fauteuil en descendre, la porte avant, l'handicapé en descendre et se mettre sur le fauteuil, fermer ses deux portes, monter la rampe prévue à cet effet avec les mains. Pendant ce temps-là, tout le monde est passé, lui a dit bonjour, j'ai pas entendu parce qu'il y avait un triple vitrage, mais je voyais bien qu'on le saluait, je me disais, quand même étrange. Les gens ont respecté son statut d'handicapé avec cette faveur qu'il a une place, mais personne l'aide à sortir son fauteuil. Je me suis dit, c'est quand même limiter le respect. Donc le respect, c'est une empathie froide. On s'en tient à la règle. Plus il y a de règles, plus on respecte des règles, mais du coup, plus on économise l'action subjective, l'empathie plus chaleureuse qu'on pourrait mener envers l'handicapé, pour le coup. À l'autre bout de mon spectre, il y a la sollicitude, qui elle est une empathie brûlante. La sollicitude, c'est pas simplement respecter des règles, c'est vouloir le bonheur des gens malgré eux. Et alors ça a été célébré par un film qui a été un best-seller, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, que la plupart d'entre vous ont vu, parce que c'est devenu un film à la fois culte et très populaire. Et on s'aperçoit qu'Amélie Poulain, elle épie, elle espionne ses voisins, pour arriver à trouver des stratagèmes pour les rendre heureux malgré eux. Et moi je dis, ça c'est de l'intrusion dans la vie de quelqu'un. Je ne veux pas dire que c'est un viol, mais c'est un viol animé de bonnes intentions, mais c'est quand même plein de bonnes intentions. Je dis qu'à Montmartre, où le film a lieu, finalement Amélie Poulain s'efforce d'exercer une dictature à l'eau de rose. Et je dis que si la sollicitude a vraiment une vertu morale et pleine, c'est pas dans la rue, c'est pas avec les voisins, c'est dans la famille. La sollicitude, c'est une vertu intrinsèquement familiale. Pourquoi ? Moi qui suis père de famille, j'ai 2 filles, et j'en ai une qui a l'adolescence, et qui de temps en temps sort, que ce soit l'hiver, au printemps, faiblement habillée, et je vois bien la montée hormonale, etc. Et je dis, écoute Blandine, ce serait bien que tu mettes une écharpe parce qu'il fait froid dehors. Et alors, soit elle me dit non, et donc j'insiste, elle part avec l'écharpe, soit elle me dit oui, et peut-être qu'au carrefour de la rue, elle retire son écharpe et elle est libérée du pouvoir paternel. Mais la sollicitude dans la famille, elle marche et elle a du sens parce qu'en réalité, la seule personne dans la famille, c'est ni le père ni l'enfant, c'est la famille elle-même. C'est-à-dire que la personne, c'est la famille. Donc chacun est au service de cette communauté naturelle, culturo-naturelle, qu'est la famille. Alors la gentillesse, c'est un intermédiaire, une médiété, comme dirait Aristote, entre la sollicitude, empathie brûlante, et le respect, une empathie froide. D'un côté, on a les règles rationnelles et convenues, par arbitraire, et de l'autre côté, on a l'empathie brûlante qui fait qu'on est plein de chaleur les uns envers les autres dans la famille et qu'on se mêle sans arrêt de ce que pensent les uns et les autres pour que la personne familiale existe et se tienne le mieux possible. La gentillesse, c'est autre chose. C'est ce que j'appelle une empathie chaude. Donc du coup, qu'est-ce qui se joue dans la gentillesse ? Des humeurs. Et le fait que l'humeur de quelqu'un qui est en difficulté réveille en moi une humeur, donc une empathie, et que je vienne avec bonne humeur, justement, pour résoudre la mauvaise humeur de quelqu'un ou la difficulté que traverse quelqu'un. Par exemple, tout simplement, une personne qui a perdu son chemin et qui me demande où se trouve la mairie des Herbiers. Et donc là, je dis, écoutez, soit j'ai pas le temps de demander à quelqu'un d'autre, soit j'ai le temps et je lui indique le chemin, ou je l'accompagne, même si je suis encore plus gentil que celui qui se conseille et qui se limite à prodiguer un conseil. Donc on voit bien que la gentillesse, elle est d'humeur à humeur.
que dans cette gentillesse, il y a une humanité qui se tisse, qui se trame. Et ma philosophie de la gentillesse, elle est là. Je distingue donc les grandes morales, parmi lesquelles j'ai été élevé, qui sont ce que j'appelle les morales impressionnantes, qui sont les morales produites soit par les sagesses antiques, donc celles des philosophes, celles que j'enseigne moi dans les lycées, que j'ai pas trop le droit d'enseigner, d'ailleurs j'enseigne surtout de la théorie, et puis les morales issues des trois monothéismes, la religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane. Ces morales impressionnantes, que ce soit la morale du cynisme, du stoïcisme, de l'épicurisme antique, ou que ce soit la morale du christianisme, sont des morales qui vous disent comment vous comporter du matin au soir et de la naissance à la mort. C'est pour ça que je dis qu'elles sont impressionnantes. Elles font peser sur vous une impression, un moule, au sein duquel vous rentrez et qui vous donne une certaine rectitude et un sens aussi à l'existence. Et je dis que la gentillesse, avec son empathie très originale, c'est pas une morale impressionnante, c'est une morale impressionniste. Pourquoi impressionniste? Parce qu'elle procède par petites touches. Je ne vais pas me donner corps et âme, comme je le fais dans la sainteté, comme je le fais dans le christianisme. Je suis dans un don ponctuel, dans un don partiel, dans un don pointilliste. La gentillesse, elle est faite de petits gestes. Alors, j'insiste sur le terme impressionnisme, parce que l'impressionnisme, c'est un grand courant artistique. Il y a très peu de courants artistiques qui associent tous les arts. Le cubisme, par exemple, c'est essentiellement plastique. Il y a une vague tentative musicale dans le cubisme, mais très rare. Alors que dans le domaine artistique, l'impressionniste, c'est évidemment Renoir, Monet, Manet, Pissarro, Van Gogh, etc. Mais en musique, c'est Fauré, Debussy et Ravel. En littérature, c'est Proust. Et en philosophie, c'est mon philosophe préféré, Bergson. Donc je dis que là, il y a l'idée que par une petite touche, on peut faire émerger un ensemble. Vous avez remarqué que dans les toiles impressionnistes, qui reposent sur une découverte scientifique, celle de Newton, la décomposition de la lumière par le prisme, on fait une toile en laissant du blanc. Il y a beaucoup de blanc et il y a des taches de couleur. Mais la toile fait vibrer la lumière justement parce qu'il y a du blanc et des couleurs. Et bien la gentillesse, elle est du même ordre. C'est-à-dire que vous réalisez dans la journée 1 ou 2 actes gentils, pas plus, peut-être plus, alors après, vous verrez, on bascule peut-être vers autre chose, quand vous êtes plus systématique et moins systémique que ça. Mais du coup, ces petits gestes tapissent la société d'une bonne humeur. Vous avez, par exemple, remonté le moral à quelqu'un qui était triste et qui vous regardait de dire « est-ce que j'existe encore ?», qui est peut-être sur le point de se suicider, et vous lui souriez, vous allez lui parler, et puis voilà, et la journée de cette personne et la vôtre prend tout à coup une nouvelle couleur, une nouvelle lumière. Vous aidez une vieille dame à porter son cabas, un aveugle qui vous le demande, à traverser la rue. Et quelque part, vous avez semé de la douceur, vous avez créé de l'humanité, vous avez tissé du lien. Dans l'exemple de l'aveugle, parce que je me suis fait avoir moi-même, j'ai aidé 2 fois, à 15 ans d'intervalle, j'avais oublié la 2e fois. J'ai aidé un aveugle à traverser la rue qui n'avait pas du tout envie, qui m'a décoché un coup de coude en disant « non mais c'est bon, je connais le chemin ». Et je me suis dit « mais oui, il a raison, je ne suis pas gentil, là, je suis sollicitant, je suis intrusif ». Ben oui, je veux son bien malgré lui. Et l'aveugle, qui peut évidemment pas se balader partout librement comme un voyant, il a quand même des parcours qui sont parfaitement délimités, et lui voler ses parcours, c'est le priver de cette phase d'autonomie. Donc la gentillesse, c'est une forme d'intelligence. Ça, c'est vachement important. En tout cas, c'est le cœur de ma théorie. C'est du soft power. Alors, je vais aller de plus en plus loin dans la théorie. Il y a une partie, après, plus personne me suit, parce que ça touche à la mystique, mais on est dans une société qui pense que la vraie intelligence, elle est violente. C'est le cas de la médecine, avec des tonnes de médicaments chimiques dont tous ont des effets secondaires. Et donc, j'oppose à cette médecine allopathique les médecines douces, qui, elles, justement, même si ça ne marche pas, n'ont pas d'effets secondaires. Et qui, si ça marche selon, soi-disant, l'effet placebo. Donc je rappelle l'étymologie religieuse, puisque c'était le nom d'une messe. Donc je crois qu'il y a une vraie intelligence de la douceur, et être gentil, c'est être à l'écoute de quelqu'un, c'est pas être enfermé en soi. Et donc j'oppose ma philosophie de la gentillesse à la conception qu'on a tous de nous-mêmes, qui est l'idée que nous sommes des sujets,
les individus. Vous savez, l'individu, c'est le mot latin qu'on ne peut pas diviser, hein, qui traduit le mot grec atome. Atomaston, c'est ce qui est insécable. Et c'est ça le cœur de la physique, hein, les atomes, puis après les particules, et là la physique devient contradictoire d'elle-même. Mais moi je ne crois pas, comme Descartes, à l'individualité. Je pense que ce qui fait le noyau dur d'entre nous, c'est pas du tout que nous sommes des individus et que nous sommes indivisibles, et on en fait la découverte dans la gentillesse. On en fait l'expérience, qui est une expérience extatique, où on sort de soi. Alors, je dis que dans la gentillesse, on fait une drôle d'expérience quand on y prête attention. Quand on n'y prête pas attention, on est gentil, et puis la personne bénéficie du service qu'elle demande, et on passe à autre chose. Mais quand on prête attention à ce qui s'opère dans la gentillesse, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans le cogito, l'idée qu'il y a un moi qui soit responsable de cet acte gentil. On s'aperçoit au contraire que je n'existe pas comme moi, et c'est précisément parce que je me libère de cette illusion du moi que je suis gentil. Je vais le dire autrement, mais dans la gentillesse, je fais l'expérience du non-moi qui me structure. Je n'ai pas structuré ma théorie de la gentillesse sur le christianisme, vous comprenez pourquoi. C'est pas parce que je suis anti-chrétien, vous le comprenez aussi, mais c'est parce que le christianisme était responsable du sens négatif de la gentillesse. Puisque le gentil, même si Benoît XVI crée un parvis des gentils, c'est pour dire qu'il y a des non-chrétiens, qui ne sont pas des crétins, mais qui ne sont pas des savants non plus au sens religieux et chrétien du terme. Donc je suis allé chercher chez Lao Tzu, dans un tout petit livre qui m'a, ça je vous le dis entre vous, même si je suis filmé, sauvé la vie, c'est le Tao Te Ching, livre écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et Lao Tzu, c'est celui qui invente non pas l'opposition du yin et du yang, mais la complémentarité. On vit dans une société de la dualité, l'homme et la femme, l'homosexuel, l'hétérosexuel, le bien, le mal, etc. Le taoïsme ne pense pas du tout les choses comme ça. Il pense la dyade et il ne pense pas la dualité. Et donc Lao Tzu prend un exemple très simple qui est celui de la roue. La roue au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est pas une roue de vélo avec des rayons, c'est une roue en bois qui est parfaitement pleine, et il dit pour que cette roue tourne, il faut qu'elle ait un moyeu sur lequel on peut fixer justement un essieu, sinon elle ne tourne pas. C'est la même chose dans la vie humaine et la vie morale. Il faut que vous fassiez le vide de vous-même si vous voulez accueillir autrui. Autrement dit, la gentillesse est un siphonnage du moi. Et on découvre que le moi n'existe pas et que ce qui existe, en moi surtout, c'est que je suis un métier à tisser de la relation humaine. Je suis essentiellement un tisserand. Et c'est ça cette expérience de la gentillesse. Je découvre qu'en étant gentil, je ne suis pas un moi, autrui n'est pas un alter ego que je vais essayer de comprendre comme s'il était un autre moi que moi. Je comprends surtout que tous les deux, on a quelque chose à faire qui est de l'ordre de la relation humaine, de la RH, comme disent les entrepreneurs, qui commencent à s'intéresser sérieusement au fait que cette RH est une vraie richesse. C'est pour ça que je disais, tu le rappelais en introduction, moi je ne crois pas du tout à la politique, et que celui qui crée de la richesse aujourd'hui, c'est aussi celui qui peut créer des relations humaines paradigmatiques, modèles, et qui fédère plus la société que le politique, qui est gonflé par son ego, et qui ne fait de la politique que pour ça, la plupart du temps, quel que soit l'échelon auquel il fait de la politique. Donc en réalité, par la gentillesse, je mets fin à ce que notre société cultive et vend dans les médias, le tout à l'ego. C'est-à-dire que quand j'ouvre un écran, mon téléphone, je m'aperçois que tout revient vers moi, que je suis le centre du monde. Alors que quand je m'intéresse à la cosmologie, je m'aperçois que la Terre n'est pas au centre du monde, que cette galaxie n'est pas au centre du monde, qu'il n'y a peut-être pas de centre, que tout ça est très décentré, et que je fais dans la gentillesse cette expérience existentielle, extatique, de sortie de moi, et que c'est là que ça fait du bien. Non pas que je me débarrasse de mon moi, mais que je me débarrasse de l'illusion de mon moi. Le moi n'existe pas, c'est une pure création civilisationnelle. Nietzsche disait déjà que le cogito de Descartes, c'est plutôt cogito ergo sum, qui est au cœur des méditations métaphysiques et du discours de la méthode, c'est le fruit de la grammaire. Et les linguistes disent ça, il y a des tas de langues dans le monde où le pronom personnel n'existe pas. Et avant d'écrire mon livre sur la punition, je suis allé chez les Kuna au Panama. Les Kuna, c'est pareil, ils n'ont pas dans leur langue un pronom personnel « je » qui leur permette de se définir par rapport à eux-mêmes. Ils se définissent tous par des tas de relations qu'ils entretiennent, comme père, comme fils, comme neveu, comme chasseur, comme sage, comme sorcier. Et donc c'est tout ça qui les définissent les uns par rapport aux autres. C'est la complexité déjà, on ne va pas dire du réseau, mais du relationnel.
ou des rhizopes, c'est-à-dire des relations qui sont souterraines, qui ne sont pas mises en avant. Et nous, c'est le contraire, on est dans la mise en avant de l'ego, et c'est contre cet ego que la gentillesse nous apprend à réfléchir et ensuite à agir. Donc voilà quelle est ma philosophie de la gentillesse, qui est une philosophie humaniste au fond. Ce que je découvre de l'homme, c'est qu'il est un humus, c'est qu'il sème non pas du moi, non pas de la terreur, mais essentiellement de la relation humaine. Alors, donc je fais court sur la gentillesse pour embrayer sur la deuxième notion qui est la foi. C'est pas très à la mode de croire, mais vous remarquerez que la foi et la croyance, c'est pas la même chose. Le scientifique, il croit, mais il ne croit pas de la même manière que l'homme religieux. Kant, d'ailleurs, dans un livre difficilement lisible, qui est la critique de la raison pure, mais à la fin de la critique de la raison pure, il a un chapitre qui s'appelle le canon de la raison pure, et il distingue 3 formes de croyance. Il dit il y a l'opinion, il y a la foi, et il y a la science. Il dit l'opinion, c'est une croyance qui est doublement insuffisante, objectivement insuffisante et subjectivement insuffisante. Autrement dit, j'ai une opinion, par exemple sur Sarkozy, aujourd'hui j'ai une opinion, mais je suis prêt à la changer dès qu'on me donnera d'autres informations. Donc on voit bien que le cœur de l'opinion, c'est une croyance qui est fondée sur une double subjectivité qui manque d'informations, et objectivement et subjectivement. La foi, alors il en distingue 3 quand je ne vais pas ergoter là-dessus, mais une foi pragmatique, une foi doctrinale et une foi morale. La foi, elle est objectivement insuffisante, mais elle est subjectivement suffisante. Si on prend l'exemple de l'existence de Dieu, je ne peux pas prouver l'existence de Dieu. Je ne peux qu'y croire. Mais du coup, le fait que personne ne peut me prouver l'inexistence de Dieu nourrit ma foi et ma croyance. Donc j'ai une vraie force là qui vient de la subjectivité. Et puis la science, elle aussi repose sur une croyance qui est objectivement et subjectivement fondée, objective comme dit Kant. C'est-à-dire que je crois subjectivement à la démonstration ou à la preuve scientifique justement parce que dans l'objet, j'ai le moyen de la prouver. Donc on voit bien que la croyance, elle est générique des 3 attitudes. L'opinion, qui est mal fondée, la foi, qui est fondée sur la seule croyance, mais sur le fait qu'on ne peut pas prouver l'inexistence de mon objet, et puis la science, qui elle s'appuie simplement sur un objet. Donc si ce à quoi je crois n'est pas un objet, je reviens vers la foi. Alors dans mon petit livre qui vous invite tous à aller au paradis, mais pas trop vite, il n'y a pas de raison d'accélérer, je dis que dans l'histoire de la foi, il y a eu 3 moments. Le premier moment, alors j'utilise 3 images, je dis Dieu expire, Dieu respire et Dieu inspire. Le premier moment, c'est la mort de Dieu, qui commence il y a très très longtemps en fait, la mort de Dieu. On a l'impression que c'est un truc qui date du 19e siècle, mais en réalité non. En réalité, la philosophie est née de l'opposition entre le logos et le mythos. C'est-à-dire que les premiers philosophes se sont dit, bon, ils n'étaient pas athées pour autant, les premiers philosophes, que ce soit Pythagore, Thalès, Anaximandre, ils avaient une explication scientifique de la nature, mais pour autant ils allaient sacrifier des poulets au temple de Delphes, d'Apollon, d'Asclépios, ça restait des gens pieux. Mais ils opposaient à l'explication de la nature par la religion, donc par les mythes, une explication qui soit rationnelle. Pythagore, c'est les nombres, Thalès, c'est l'eau. Chacun, Platon, ce sera les idées, chacun va trouver finalement un élément du réel qui n'est pas religieux pour expliquer la nature. La mort de Dieu, elle commence là. Mais dans l'Antiquité, on ne tue pas Dieu. Ça va venir effectivement plus récemment. Mais du coup, l'évolution, la foi est attaquée finalement par les philosophes qui sont la matrice de la science. C'est parce que les philosophes veulent connaître la nature directement que, à partir de la Renaissance, et surtout au XVIIe siècle, on scindra la religion de la connaissance scientifique pour expliquer de manière observatrice expérimentale la nature, qui se dit physis en grec et qui donnera lieu à la physique. La religion étant cantonnée au stade métaphysique, c'est-à-dire de cette discipline qui s'occupe des objets qui sont en dehors de la physis de la nature. Donc je montre comment, dans l'histoire, l'expiration de Dieu est l'évolution de la confiance qu'on fait dans la raison. On croit que la raison peut tout expliquer, peut tout comprendre, et ce qui explique qu'aujourd'hui, finalement, il y a 2 parties. Il y a les gens qui se disent rationnels et qui ne croient pas en Dieu, précisément parce que Dieu n'étant pas un objet sur lequel on puisse faire une expérience,
on n'y croit pas. Et de l'autre côté, il y a les gens de foi qui pensent que Dieu, justement, n'est pas un objet et qu'à ce titre, la science n'a rien à dire sur elle et qu'on ne peut être en relation avec lui que par la croyance. Donc la première partie, c'est ça, Dieu expire, c'est que Dieu est mort et qu'il y a de bons arguments pour se débarrasser de la foi, et c'est un peu le sens qu'a suivi l'humanité. Honnêtement, aujourd'hui, les gens qui sont athées ont fait guère plus d'efforts que ceux qui autrefois étaient croyants, c'est les mêmes. Sauf que les gens allaient à l'église et aujourd'hui ils vont en cours de maths, de physique et de SVT. Mais il n'y a pas plus d'efforts individuels, mystérieux et même intellectuels pour arriver à être athée aujourd'hui. C'est les mêmes. Au XIIe siècle, il y avait un blanc manteau d'église qui couvrait l'Europe. Et aujourd'hui, il y a un manteau de laboratoire de recherche de centrales nucléaires et de laboratoires pharmaceutiques qui peuplent le territoire, qui créent de l'économie et de la richesse sur un autre mode. Mais il n'y a pas plus d'intelligence chez les non-croyants d'aujourd'hui que chez les croyants d'hier, c'est ce que je veux dire. La deuxième partie du livre, j'essaye de montrer que Dieu respire. C'est-à-dire que dans tous les pays athées où on a lutté contre la religion, notamment dans les pays marxistes, à partir du moment où le mur est tombé, où l'URSS s'est effondré, on a vu ressurgir et s'ouvrir les portes des églises. C'est le cas à Moscou, je ne me rappelle plus du nombre de... Mais je crois qu'il restait 30 églises orthodoxes ouvertes en 88, et il y en a eu 300 3 ans après qui se trouvaient ouvertes dans la même ville. Dieu respire, c'est-à-dire que quelque part, au bout d'un moment, on a vu que la science avait ses limites, et que l'homme, par contre, continuait, comme le disait Aragon, ce que je disais au début, à creuser des galeries vers le ciel. Et donc, Dieu respire, ça veut dire qu'on n'est pas totalement satisfait de la vie éclairée par la science. La science nous explique des tas de choses sur notre vie biologique, et il faudrait étendre ça aussi à la vie sociale et psychologique, puisqu'en plus des sciences de la nature, il y a ce qu'on appelle les sciences de l'homme, ou les sciences humaines, ou les sciences sociales, enfin les termes varient d'un pays à un autre. Mais on s'aperçoit que la science ne nous satisfait pas, elle explique des tas de choses, mais au fond, je ne suis pas sûr qu'un médecin puisse savoir pourquoi on a un cancer, sauf si c'est des poumons et qu'on a fumé 4 paquets de cigarettes par jour, mais pourquoi on a un cancer du sein. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait dans la foi des raisons de revenir. C'était les limites de la science, tout bêtement. Donc au-delà des limites, au-delà de la physique, il y a la métaphysique. Il y avait de bonnes raisons de retourner dans les synagogues, dans les mosquées, dans les temples et dans les églises. Donc voilà pourquoi Dieu respire. C'est que la science n'est pas venue à bout de toutes les explications. Et des choses que la science explique. Et la troisième partie, c'est Dieu inspire. C'est que... Alors il y avait un philosophe qui n'était pas du tout religieux, mais qui avait remarqué, c'est Feuerbach, qui est un philosophe qui a inspiré Sartre, qui disait que l'homme, c'est le seul animal religieux. Même si on a repéré des cimetières pour les éléphants, on n'a pas encore vu qu'ils étaient croyants et qu'ils avaient une religion, quelque chose qui les reliait, parce qu'étymologiquement ça veut dire ça. Et quand je dis Dieu inspire, c'est que d'une certaine manière, ce qui distingue l'homme de tous les autres êtres vivants, c'est que sa respiration, et on le voit quand on respire, c'est quelque part une élévation, et qu'au contraire, quand on arrête de respirer, il y a un refroidissement, il y a une tombée du corps, il y a une paralysie, il y a une sclérose du corps. Et qu'on est en mouvement quelque part quand on respire, et on respire pas simplement mécaniquement, mais intellectuellement et spirituellement. Il y a peut-être un autre niveau. Donc je me suis beaucoup inspiré de Bergson pour cette troisième partie, qui, vous savez, le théoricien de l'élan vital, et qui décrit les différentes strates de l'élan vital. Et on est dans une société qui a éliminé la prière, sauf dans les églises. Aujourd'hui, on aime demander. C'est d'ailleurs une règle de l'économie. C'est la loi de l'offre et de la demande. Bon, en fait, ce qu'on demande, c'est quelque chose qui permet aux marchandises d'exister. Et donc, on se définit de manière pragmatique autour de la marchandise, autour des marchands. Et autrefois, on marchait, mais pas pour marchander, on marchait en pèlerinage, on allait d'un lieu à un autre, et on respirait, et on s'inspirait, et on se structurait d'une manière qui était économe, et en même temps très structurante. La marche revient à la mode, le pèlerinage revient à la mode. Mais je crois aussi que dans ce système marchand,
on a valorisé la demande et on a dévalorisé la demande qui était la prière. Et en fait, la prière, c'est peut-être la seule demande qui est gratuite et qui existe encore dans ce lieu qui est très peu valorisé, mais on demande à quelqu'un, voilà, qui n'existe peut-être pas, mais quelque chose qui ne rentre pas dans le circuit de l'échange et dans le circuit de l'argent. Et on ne sait plus faire ça. Et si on fait cet effort, qui est douloureux intellectuellement quand on vient d'une formation scientifique, ce qui est le cas d'à peu près tout le monde désormais, puisque le système scolaire est désormais fait comme ça. Autrefois, c'était le latin et la religion, et puis maintenant, c'est la science et les maths. Quand on fait cet effort de prier, qu'on ait un Dieu attitré ou pas, qu'on ait une religion dans laquelle on s'inscrit ou pas, on s'aperçoit qu'il se passe en nous quelque chose. Et Bergson, vous savez, qui est le théoricien de l'élan vital, dit il y a du mécanique et il y a du dynamique. Et le mécanique, c'est une solidification de l'élan vital. Et je crois que ce qu'on fait, y compris dans le domaine de la science, c'est d'expliquer la nature mécaniquement. Et que la prière, au contraire, elle nous invite à penser les choses de manière dynamique. Donc, la prière, c'est quelque chose qui n'est plus du tout à la mode, c'est un effort qu'on ne sait plus faire, qu'on a honte de faire, face au discours de la science qui est maintenant omniprésent et presque omnipotent. Et en même temps, quand on le fait, cet exercice, on s'aperçoit qu'on a une position qui n'est pas résumable ou réductible à un algorithme, à une formule mathématique, qu'on est plus que ça, et qu'on fait peut-être l'effort de s'expliquer, d'agir, de se comporter par le haut et non pas par le bas, parce que ce que la prière demande, c'est quelque chose qui s'adresse à ce qui est au-delà de nous, qui est invisible, qui n'est pas réductible, qui n'est pas explicable, mais qui peut-être est un moteur et qui nous met en marche. Alors, voilà ma théorie de la religion, c'est que je n'ai pas de preuve de l'existence de Dieu. Ce que je peux dire, c'est que si on laisse la main à la science dans tous les domaines, on va juste savoir qu'on est condamné par notre génome et les prospectives et les pronostics qui vont se faire, qu'on va surtout générer de l'anxiété, du rabougrissement, et certainement pas de l'élévation, de la générosité et du don de soi. Parce que prier, c'est accepter de n'être qu'une particule, peut-être même pas élémentaire, mais savoir que on s'explique par le haut et pas par mes organes et pas par mon temps, le temps qui me reste à vivre ou mon génome. C'est autre chose de se dire que j'exprime Dieu et j'essaye de l'exprimer à ma manière avec toutes les difficultés que ça a, plutôt que de se dire j'exprime mon ADN, mes organes, mon hérédité, le temps qui me reste à vivre et le capital de santé qu'on m'attribue scientifiquement. C'est une autre démarche. J'avoue qu'elle n'est pas... elle est communicable, mais elle n'est pas... on ne peut pas la mettre en forme. C'est un degré d'espérance. Alors, mon troisième sujet, c'est la morale. Dans les deux cas, vous avez vu que ça ne fabriquait pas de la crétinerie et de la bêtise. Le gentil, c'est celui qui est à l'écoute d'autrui, c'est une forme d'intelligence. Les Américains, ils ont quasiment perdu toute leur guerre. La Corée, le Vietnam, en Irak, ils y sont, mais ils font tuer leurs soldats et ça n'a rien changé à la situation. On voit bien qu'ils laissent les Français agir dans le précaré africain. Et donc, là où les Américains sont forts, c'est dans le soft power. C'est-à-dire que l'intelligence, ils ont bien compris qu'elle marchait quand elle était dans la douceur et pas dans la violence. D'ailleurs, je dis dans mon petit éloge de la gentillesse, à l'heure actuelle, il y a 3 formes de douceur. Donc, les médecines douces, j'en ai parlé. En économie, l'économie solidaire, qui est un nouveau modèle, justement, qui consiste d'abord à réintégrer les gens qui ont quitté le circuit du travail. Et puis, le troisième exemple, c'est les énergies douces. Vous savez qu'en France, il y a une polémique sur le fait de fragmenter le sol pour explorer les nappes pétrolifères, les fameux gaz de schiste. Ben, on voit bien tous les inconvénients qu'il y a dans cette exploitation. Là encore, c'est de la violence. Là encore, c'est du viol. Et l'idée de mettre, par exemple, des éoliennes, d'autres types d'énergie, c'est une autre forme d'intelligence qui nous oblige peut-être en contrepartie de consommer moins. Mais c'est aussi une forme d'intelligence. Hein. Partir en laissant tout allumé, en laissant les robinets tourner, c'est une forme d'intelligence. Donc, je dis ça de la gentillesse. Elle est une nouvelle forme d'intelligence. C'est du soft power, c'est ce que les Anglais appelleraient tactful. Hein, cette forme d'intelligence qui fait que je suis à l'écoute d'autrui et que si je peux, je me mets à son service. Mais en même temps, je dis de la gentillesse que ce n'est pas une morale du devoir, comme l'ont enseigné les grandes religions, les sagesses que j'enseigne. C'est une morale du pouvoir. Je dis c'est quand je veux, quand je peux, mais pas quand je dois. Et cette morale impressionniste
fait que si je ne suis pas gentil, je ne suis pas méchant pour autant. Je n'ai pas cassé le vase de Soissons. Et donc, je n'ai pas de culpabilité. Et donc, cette gentillesse, elle est à la portée de tous, et elle crée justement un tapis de bonne humeur dans une société qui vaut tous les régimes politiques, à mon avis. Sur la foi et sur la religion, je vous l'ai dit, c'est ce qui nous invite à expliquer les choses par le supérieur plutôt que par l'inférieur. Elle est très pertinente, la science, c'est une vraie aventure de comprendre la nature, comment elle s'articule, comment les choses sont liées, est-ce que la causalité est encore un... On a vu ce qui venait de naître dans la découverte du Big Bang et des premières particules qui finalement donnent peut-être raison à Einstein sur Niels Bohr et sur la physique quantique. C'est une vraie aventure, la science, je ne suis pas en train de dire qu'il faut la condamner, mais je dis qu'il ne faut pas lui dire qu'elle a les moyens de remplacer la religion parce qu'elle est réductionniste en tout. Et s'il y a un domaine dans lequel elle ne peut pas l'être, c'est en réduisant la capacité qu'a l'homme, et il est le seul animal à le faire, à envisager les choses en grand. Et donc penser qu'il y a un créateur, ou un Dieu qui n'est pas créateur, peu importe, mais qu'il y a un principe du tout qui explique les choses, c'est mieux que d'expliquer les choses par les petites choses. Et le troisième sujet par lequel je viens à la morale, même si les deux autres y sont liés, c'est la punition. Là, je vous ai raconté rapidement la généalogie tout à l'heure de mon intérêt pour la punition, donc la prison, mais je me suis aperçu qu'on vivait dans un désert punitif. Alors moi, j'ai deux casquettes, en tant que père et en tant que prof, et je me suis dit, c'est bizarre de voir cette société qui ne veut plus punir, et qui en même temps accepte, sans que ça la fasse trop geindre, qu'un détenu, tous les 3 jours, se suicide en prison, par tous les biais possibles et imaginables, et le pyjama en papier n'a rien changé à l'affaire. Donc j'ai voulu réfléchir à la punition en elle-même, et je me suis dit, il y a d'abord 2 choses. La première, c'est que ce désert punitif est le fruit de l'évolution historique du champ pénal. Autrement dit, on a confié de plus en plus la punition à l'État, ce que Max Weber appelle le monopole de la violence légitime. Autrement dit, seul l'État a finalement le droit d'être violent. C'est une violence qui est carénée par la loi, par l'accord démocratique, puisque les lois sont votées, et donc du coup, cette violence, elle a un sens puisqu'elle est légitimée par le droit. Et moi, je me dis que ce droit, il va de travers. Il va de travers parce qu'on n'y réfléchit pas, et que, en réalité, la prison n'a pas été pensée comme punition. Elle est là comme événement historique. Mais dans l'Antiquité comme au Moyen-Âge, la prison, ce n'était pas vraiment une punition. C'était un entrepôt du corps avant qu'on le punisse vraiment. Et la vraie punition, c'était la torture, dont on sortait rarement sauf. Donc nos sociétés ont évolué intelligemment, et ça il faut le reconnaître. Elles sont passées d'une violence extrême, qui était la torture, donc on a aboli la torture, c'était ça les droits de l'homme, c'était ça l'humanisme, puis on a aboli la peine de mort, et donc c'était ça aussi la démocratie, et les progrès de l'humanisme, mais la prison on ne l'a pas pensée, donc comment elle est là? Parce qu'on l'a gardée. On a éliminé les 2 autres, et on a gardé le 3e sans y réfléchir. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir si la prison, c'était punitif ou pas. Et moi, je suis convaincu que ça ne l'est pas. J'ai enseigné 2 ans avec des détenus condamnés pour des crimes, plusieurs crimes chacun, donc ce qu'on appelle les quartiers maisons centrales, les QMC, qui remplacent les anciens quartiers de sécurité, QHS. Et je me suis aperçu que les gens qui étaient là au minimum pour 17 ans de détention étaient définitivement cuits, on ne pouvait rien en faire. Et eux-mêmes disaient qu'au bout de 10 ans, la prison ne servait à rien. Moi, je suis convaincu qu'au bout d'1 an, ça ne sert à rien. Je milite désormais pour qu'on garde une prison en France, ou deux, parce que c'est 700 en gros l'étiage d'une prison, dans lesquelles on mène 1000 personnes, non pas parce qu'on veut les punir, mais parce qu'on voit bien qu'ils vont récidiver dans le domaine du crime et qu'on n'a pas trouvé les moyens d'endiguer leur violence. Mais tous les autres, on peut les mettre dehors. Et je me suis inspiré d'une page de Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique. Claude Lévi-Strauss qui a commencé sa carrière jeune, à peu près au même âge que moi au Brésil, à São Paulo, où il a fondé l'université de São Paulo, la USP. Et il montre que les sociétés cannibales, donc les anthropophages, sont finalement moins violents que ce que nous pratiquons, c'est-à-dire l'anthropénie. Émail en grec, ça veut dire vomir. Et nous, ce qu'on fait pour punir, c'est qu'on vomit, c'est-à-dire qu'on met l'individu en dehors de la société, dans la prison. Alors que les cannibales, quand ils dévorent une de leurs victimes, c'est aussi une manière de leur rendre hommage. Chez une tribu indienne à côté de Rio,
quand un détenu un détenu, vous voyez le lapsus, dans quel monde j'évolue, au fond, quand j'essaie de m'en détacher, quand un Indien a été capturé, prisonnier, il a été honoré avant de mourir, on lui a donné de la nourriture, des femmes, etc. Enfin, c'est pas le carcan comme la prison. Une fois qu'il est tué et qu'on le mange, on invite son épouse d'une autre tribu à venir partager le mets. On voit que jusqu'au bout, la punition est un facteur d'intégration des communautés, même ennemies. Nous, on fait le contraire. Quand quelqu'un commet une faute, c'est-à-dire qu'il est volé, violé ou tué, voire bouffé un de ses congénères, parce que j'avais un des cannibales dans mon quartier maison centrale, on l'exclut. La première chose qu'on fait, c'est qu'on l'exclut. Et le deuxième exemple que je prends chez les Amérindiens pour réfléchir à la punition, c'est celui des Amérindiens du nord de l'Amérique, qui lorsqu'un Indien vole dans sa propre tribu, tout le monde se rassemble devant son tipi et brûle son tipi avec tous ses effets personnels, ce qui représente beaucoup. Vu de notre point de vue, qui sommes consuméristes, ça ne représente rien du tout, mais les objets pour les Indiens ont évidemment un autre sens. Et à la fin, vous savez ce qu'on fait, c'est que tout le monde reconstruit avec lui le tipi et lui redonne des objets. Alors, on voit là que l'individu n'est jamais exclu, mais symboliquement, il est humilié. Ce que nous ne voulons pas faire. On a déplacé le curseur de l'humiliation. Elle ne fait pas partie de la punition pour nous à cause des droits de l'homme, à cause de notre humanisme soi-disant respectueux de la dignité humaine, sur lequel on insiste beaucoup trop. Et en fait, l'humiliation va venir après. Non pas dans le système judiciaire, mais dans le système pénal qui vient après. Des eaux usées, en quelque sorte. Et là, c'est fatidique, parce que les gens sont évidemment irréinsérables, et beaucoup tombent malades, tous sont sous médoc quasiment, et quelques-uns suicident, un tous les 3 jours. Donc je me suis dit, il faut remettre l'humiliation au cœur de la punition. Mais le deuxième élément qui fait qu'on n'arrive pas à punir dans notre société, c'est que désormais on se définit essentiellement non plus comme une société de la responsabilité. Chacun d'entre nous ici présent n'est plus tellement responsable de quoi que ce soit. On est tous des victimes potentielles de tout ce qui peut nous arriver. Regardez le fumeur aux États-Unis qui avait eu un cancer des poumons et qui avait attaqué Philip Morris, le fabricant de cigarettes, pour lui demander un dédommagement faramineux. Finalement, il n'a pas eu à ce degré-là, en l'estimant responsable de sa maladie. On voit bien que tout, désormais, dans notre société, se définit comme une victime potentielle. Et donc, la punition a disparu de tout ce que l'État ne contrôle pas. Donc les parents ont peur de punir, ont honte de punir, les profs ne punissent quasiment plus, sauf dans certains établissements de prestige, et qui assument cette dimension de l'éducation. Et alors, j'ai pris dans mon livre 4 exemples de communautés, de formes de sociabilité: la famille, l'école, le sport, et puis la diplomatie. Et donc, dans la famille et dans l'école, on punit le moins possible. En tout cas, pas avec des coups. Vous avez vu cet exemple, c'était à la télé, de cet enfant qui, alors qu'il avait eu 0 à un exercice en Scandinavie, je ne sais plus si c'est le Danemark ou la Suède, se met à pleurer. La maîtresse lui dit « Pourquoi tu pleures ?» Et il dit « Parce que mon père va me mettre une fessée. » Alors la maîtresse est horrifiée, va voir le directeur, qui va voir la police, qui va voir les parents, qui met le père en prison tout de suite, et qui va rester longtemps en prison, qui retire juridiquement la tutelle des parents pour éduquer l'enfant. Et on voit comment l'État là s'est entremisé dans les interstices de la famille, au cœur de la famille, pour déposséder finalement l'enfant de ses parents, qui certainement regrettera plus tard cet aveu de la fessée. Et alors moi, je ne suis pas... encore une fois, les journalistes m'interrogent sur la gifle et sur la fessée. Je ne suis pas du tout un militant de la gifle et de la fessée. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on est tellement dans une ère de la victimité qu'on n'ose plus penser la famille sur un autre modèle que le droit et sur le modèle de l'affect, de l'intelligence affective et affectueuse. Rappelez-vous François Bayrou qui, lors d'une campagne électorale, s'est fait mettre la main dans la poche par un gamin qui voulait lui piquer son portefeuille, qui s'est retourné, lui a mis une claque, et qui n'a vu personne le mettre en prison. Tout le monde, de bon sens, a compris que l'enfant devait recevoir la limite physiquement. Et moi, ce qui me dérange, c'est pas que les parents mettent des gifles ou des fessées aux enfants, c'est qu'on est dans une situation tellement victimaire
qu'on n'ose plus caresser ses enfants sous peine d'être accusé de pédophilie, et qu'on n'ose plus frapper ses enfants pour cause d'être accusé de maltraitance. Alors qu'en réalité, ma fille, quand elle se met à taper sur mon autre fille, et qu'après avoir assisté aux ébats pendant 5 minutes, j'en ai ras-le-bol, et que je me mets à manifester mon humeur avec mon corps, je ne crois pas que ma fille, même si elle m'a sorti une fois le numéro 0800, je ne sais pas quoi, de l'école, je ne crois pas que ma fille ait conscience que je me sois mal comporté avec elle. Et je crois qu'il y a une intelligence punitive, qui est une intelligence morale, qui doit passer par le corps. Je me rappelle une collègue, bien avant que j'écrive ce livre sur la punition, avec qui j'envoyais, comme disent les hommes politiques, des ballons d'essai avant d'écrire le livre, et qui me disait, moi j'ai jamais puni mes enfants. Et je connaissais ces enfants pour les avoir eus en cours, et je me disais, elle est vraiment plus douée que moi, parce que moi, je ne peux pas m'en empêcher, ça me fait du bien, je trouve que ça leur fait pas de mal. Et en fait, j'ai compris, d'une part en voyant son mari, et surtout en lisant un livre d'un psychologue, lui s'était posé la même question, il avait une patiente qui lui disait ça, moi je punis jamais mes enfants, puis un jour il avait vu le mari en consultation, et vu arriver l'armoire à glace, et là il a compris que la femme, elle avait pas besoin de punir, quelqu'un d'autre faisait le job. Ah bah oui, c'est ce qu'on appelle la division du travail. Donc peu importe que ce soit les deux parents qui manifestent leur humeur à travers le corps, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a différents degrés de punition. Et donc dans la famille, il y a une vraie intelligence émotionnelle qui ne doit pas faire taire le corps. À l'école, il y a des règlements, et ces règlements sont de plus en plus vidés de leur contenu, et j'ai trouvé des circulaires d'éducation nationale où on doit isoler l'enfant, alors à l'école maternelle comme à l'école primaire, pour discuter avec l'instituteur, avec le directeur, le priver de récréation quelques instants, mais pas trop. Enfin, on voit bien que tout ça est très verrouillé. En même temps, je me dis, l'isolement, c'est le modèle de la prison. Et contrairement à ce qu'on pense, mettre quelqu'un en prison, c'est pas le priver de liberté, ça c'est le vocabulaire des juristes, des pénalistes, des avocats, des juges. Mais en réalité, c'est un corps qu'on enferme, on s'attaque directement au corps. Et le corps, il a pourtant des choses à dire et à comprendre. Et on passe plus par le corps, du moins on dit qu'on passe plus par le corps, alors que c'est un garde-corps, la prison, essentiellement ça, qui pourrit sur pied. Donc, dans l'école, il n'y a plus de punition parce que cette idée de la victimité a évidemment augmenté. Du coup, vous avez des enfants qui restent 20 ans à l'école sans travailler et qui ne sont jamais punis pour ça. Moi qui suis habitué des conseils de classe 3 fois par an, plus je préside des jurys de bac et je vois bien arriver des mots qui n'ont absolument rien fait. Mais si on les avait punis un peu, alors je ne dis pas que ça doit passer par le corps à l'école, ce qui était le cas autrefois, je prends l'exemple de la guerre des boutons, je montre comment la première guerre des boutons, alors le livre, puis le premier film, jusqu'aux 2 derniers qui sont sortis il y a 2 ans, montre l'évolution à travers le filmage du roman, des mœurs. C'est que dans le premier film en 1936, le père vient voir l'instituteur en lui disant « Il est pas sage, vous avez tout pouvoir pour lui taper dessus ». Et que dans le dernier film, c'est l'instituteur qui est malmené par toute la classe dans la joie généralisée. C'est-à-dire que le prof n'a plus aucune autorité. Donc la deuxième forme de communauté, c'est celle-ci. La punition, elle est évacuée, on est dans un monde de consensus, et on compense en achetant la paix sociale et en mettant des bonnes notes à tout le monde. La troisième forme de communauté, c'est le sport. Alors là, on punit dans le sport. Ça fonctionne même sur la règle. Vous savez, il y a un homme en noir qui court après le ballon comme les autres, mais qui ne touche pas le ballon, et qui punit ceux qui commettent des fautes. Au football, c'est le coup franc, la touche, le penalty, etc. Mais la faute est la condition d'exercice du jeu. S'il n'y avait pas de faute, le sport n'existerait pas. Mais en même temps, on oublie les vraies fautes, qui ne sont pas sportives, qui sont chimiques, et qui font que pour que ces sportifs apparaissent sur les écrans, il faut qu'ils ressemblent aux gladiateurs en termes d'énergie. Et ça, cette énergie, c'est pas l'homéopathie qui leur donne, je vais vous le dire. Mais on n'en parle pas. Alors après, on attrape un cycliste, une fois qu'il a remporté 9 Tours de France, on lui règle son compte, mais pendant ce temps-là, l'épreuve continue, elle rapporte de l'argent, c'est un vrai système économique, et là, on punit mal. Mais je montre qu'il y a une ambiguïté au niveau du sport, il y a une punition qui est condition même de l'exercice, et une non-punition qui permet de fabriquer des gladiateurs masqués.
Et puis la quatrième sphère, c'est la diplomatie, avec les Rocksteads, qui fait que les États-Unis vont punir en Afghanistan, au Yémen, en Libye, en Syrie, en Irak, des États qui ne sont plus des États, qui n'ont même plus d'armée pour se défendre. Et là, les Américains, ils vont, avec la complicité des pays européens, avec une bonne dose de morale. Et je me suis dit, c'est là seulement qu'on comprend que la source de la punition, elle est fondamentalement morale. Et donc, je me dis, voilà, j'ai passé en revue 4 sphères où il y a une gradation. Elle a déserté les 2 premiers, elle est métissée dans le sport et elle est affirmée dans la diplomatie. Pourquoi ? Parce que la diplomatie, c'est le rôle des États, parce que l'État a confisqué la punition. Et il a confisqué la punition parce qu'il en a fait quelque chose de juridique. Or, moi, je crois que le droit à l'heure actuelle, comme l'école, il a vécu sa vie. Finalement, je sais qu'il y a des avocats parmi nous aujourd'hui, j'en ai repéré un avec qui j'ai déjeuné, mais cet hémicycle dans lequel on fait le procès de quelqu'un, ça a eu un mérite immense, comme notre école a eu un mérite immense, vider sa paysannerie, leur apprendre à lire, à écrire, à compter, les faire entrer, les petits paysans, dans l'industrie, puis dans le tertiaire, puis aujourd'hui elle est bloquée, parce qu'on est à l'heure du numérique et que c'est plus le même savoir dont on a besoin, et c'est plus la même manière qu'on a de l'enseigner. Eh bien la justice, c'est la même chose. Elle a eu un énorme mérite, c'est d'arrêter la vengeance. C'est énorme ça. Notre première pulsion, quand quelqu'un nous fait du mal, c'est qu'on a envie de se venger. Et comme on est éduqué, et qu'on est éduqué en démocratie, on ne va pas se venger. On va aller ester en justice, c'est-à-dire demander une aide, et du coup, le juge va se substituer à ma pulsion vengeresse pour établir un ordre. Alors, j'explique que ce n'est pas une invention occidentale. Le frein de la vengeance, on le trouve déjà dans le code d'Hammurabi et dans la loi du talion. La loi du talion, c'est pas la vengeance, c'est la proportion de la peine qu'on doit infliger à celui qui nous a attaqué. Parce que la vengeance, elle est disproportionnée. Quelqu'un vous tire les cheveux dans la cour de récréation, vous prenez la batte de baseball, vous lui fracassez la tête, ça c'est la vengeance. La justice, c'est pas ça. Donc la justice a eu pour but d'équilibrer et d'endiguer la vengeance. La vengeance a été rejetée à l'extérieur de nos sociétés, on peut dire ça. Et je propose avec ce livre quelque chose, et vous en doutez, qui ne marchera pas avant 2 ou 3 siècles, si la civilisation s'éteint pas avant, en tout cas la nôtre, mais c'est de passer d'une justice qui a endigué la vengeance à une justice qui est capable d'instituer le pardon. Et ça, c'est pas facile. Ça demande des hommes à une autre hauteur de vue spirituelle. Herbert Spencer, qui est un philosophe anglais, disait « Finalement, quand on juge, notamment dans un jury d'assises, de quoi les jurys vont-ils décider ? De celui qui est le meilleur avocat. On va choisir le meilleur avocat des deux. C'est celui-là qui remporte le procès. C'est pas du tout de savoir quel est l'innocent, quel est le coupable. C'est de savoir quel est le... Et donc cette justice, elle ne repose pas du tout sur la vérité, elle repose sur la vraisemblance, comme au théâtre, comme au cinéma. Ça a d'ailleurs la forme d'un théâtre. Et donc moi je propose une autre théorie de la punition qui fait l'inverse, c'est-à-dire qui au lieu de réfléchir à la justice d'abord en élaborant des lois, puis en les faisant adopter par le vote, puis alors là de manière beaucoup moins réfléchie, trouver des punitions ad hoc, je propose l'inverse. D'abord réfléchir sur la punition et ensuite repenser la justice. Et il va de soi que ce livre a beaucoup d'ambition, c'est pour ça qu'il est gros, donc je ne vous conseille pas de l'acheter si vous ne voulez pas vous enfoncer dans 300 pages, mais je crois que quand on aura reformaté la punition, repensé la justice, quelque part on aura changé de civilisation. Je prends l'exemple qui est donné par un grand médecin américain, Bernie Siegel, qui a écrit un livre très populaire, qui était un best-seller, qui s'appelle L'amour, la médecine et les miracles, qui est dans la collection J'ai lu, qui prend un exemple qui n'a rien à voir avec la médecine, mais que je cite qui a un rapport avec la punition. Ça se passe en 1942, à Varsovie. Des juifs du ghetto sont évidemment capturés par les Allemands et fusillés devant un mur. Et il y a un homme qui voit sa femme et ses 4 enfants fusillés sous ses yeux. Et lui, il veut aller vers le mur pour se faire fusiller. Il se trouve qu'il est bilingue, il parle allemand, et que les Allemands ont besoin d'un interprète. Et refuse de le fusiller. Et lui prend, c'est ce qu'il raconte, prend la décision, il se dit j'avais 2 choix. Soit je me suicidais ou je faisais tout pour que les Allemands me tuent,
soit je décide de leur pardonner, je place ma vie définitivement sous le sceau de l'amour. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis à aimer ces Allemands qui venaient de tuer sous ses yeux 4 personnes les plus chères au monde, et il a vécu notre vie, il a survécu au camp de concentration, et il a essayé comme il a pu de passer ce message. Mais quand les gens me disent « mais quand vous dites ça, vous êtes chrétien », je dis « non, je suis moderne », parce que le Christ est vraiment la modernité, c'est un discours tellement difficile à entendre, tellement difficile à pratiquer, qu'on n'y est pas arrivé, et c'est pas que la religion qui peut nous y conduire. Mais l'idée de la punition, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut punir dans la perspective de pardonner. Et donc il ne faut pas exclure celui qui a commis, fût-ce un crime, en l'éliminant, ce qu'on fait en le mettant en prison, parce qu'on l'élimine. Et il faut tout de suite le réintégrer. Il ne faut pas commencer par le désintégrer. Et notre système ne marche pas pour cette raison-là. Alors, il marche bien comme la médecine, c'est qu'il y a des gens qui en vivent, il y a des professions, ça a endigué la vengeance, ça, sur ce plan-là ça marche. Mais spirituellement, humainement, on peut aller à un étage plus haut. Ça va prendre du temps, mais ça doit faire partie de l'éducation. Ça doit être peut-être un des curseurs ou un des horizons que se fixe notre société, mais c'est en tout cas le sens de ce livre, l'apologie de la punition, comme l'ont cru certains journalistes qui ne l'avaient pas lu. C'était pas un retour aux méthodes d'antan où il fallait racheter des martinets et puis se mettre à fouetter ses enfants. Non, c'était l'idée de réfléchir à ce que c'était que la justice, le système pénal, et ne pas laisser la main à l'État tout le temps, et donc laisser la main à l'esprit. Donc vous voyez comment se relie, comment se connecte ma gentillesse, la foi et la punition. Quelque part, celui qui est dans le pardon, il va forcément tisser une autre relation humaine que celui qui est encore dans la vengeance, mais qui la délègue à l'institution judiciaire pour éviter de se venger et de lui-même se retrouver en prison. Il y a un acteur de théâtre que j'aime beaucoup, je ne veux pas citer son nom, mais dont la fille a été assassinée par un chanteur, mais c'est pas de l'assassinat non plus, c'était la suite d'une querelle dont elle est morte. Et à chaque fois que je l'entends, cet acteur, on voit qu'il est dans la colère. Et néanmoins, il est le modèle de notre société, c'est-à-dire qu'il ne fera rien à ce chanteur, puisque la justice a tranché, il a purgé sa peine de prison, il est sorti de prison, mais on voit bien que cet acteur, il est encore dans la colère, puisque la vengeance ne fait pas taire la colère. Et du coup, il est quelque part dans un état pathologique, il n'est pas dans un état empathique qui lui permettrait d'aller vers ce qu'il estime être le bourreau de sa fille, pour comprendre, pour pardonner et passer à une autre dimension. Donc voilà pourquoi je dis, pour répondre à la question de Jean-Michel, la gentillesse, la foi, la morale fabrique-t-elle des crétins? Non, elle fabrique des gens super intelligents, non pas de cette intelligence des QI, non pas de cette intelligence des mathématiques, mais c'est pas contraire aux QI et aux mathématiques non plus, c'est juste une intelligence qui tisse une humanité nouvelle, une humanité qui est plutôt dans la chaleur que dans la froideur, qui est plutôt dans le tissage des relations et dans une humanité qui va être solidaire entre elles. Je vous remercie de m'avoir écouté en attendant vos questions. Merci.